Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on fait le dernier investigateur de la boîte La Cité Engloutie, le 7ème investigateur. Je l'ai pas mentionné, mais c'est la première fois qu'il y en a autant. La plupart du temps, il y en a 5, quelques fois, il y en a 6. Et ben là, il y en a 7. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer la vidéo hier, enfin de la préparer et de l'enregistrer. Je fais l'enregistrement ce matin, je commence le montage ce matin. Je suis fatigué, donc la vidéo, allez, je suppose qu'elle sortira entre 14h et 16h. Bon, on commence. Donc, George Barnaby, l'avocat. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc. Rapidement, faut que je vois quelque chose. J'ai pas encore l'habitude, pour les investigateurs, de vérifier. Je disais donc, George Barnaby, l'avocat, il est municipal et vagabond. Bah ça, je trouve ça bizarre comme trait municipal. Bon. Oups. Pardon pour le coup, dans le micro. Voilà. Bref, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale. La taille limite de votre main est égale au nombre de cartes face cachée sous George Barnaby, limite de 5 cartes. Vous avez le droit d'attribuer des cartes face cachée sous George Barnaby à des tests de compétences comme si elles étaient dans votre main. Réaction: après avoir défaussé une carte de votre main, placez la face cachée sur George Barnaby, ensuite piochez une carte. Limite d'une fois par phase. Signe des anciens, plus 1, piochez une carte. Taille de deck 35. Ah tiens, je m'étais pas rendu compte. Construction du deck, carte survivant, carte neutre, jusqu'à 10 autres cartes chercheurs et ou truands de niveau 0. Exigence de deck, 3 exemplaires de volonté de fer, à la dérive, une faiblesse de base au hasard. Et ça aussi, c'est un truc qui m'avait échappé. Mise en place supplémentaire, après avoir pioché votre main de départ, vous avez le droit de placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous George Barnaby. Alors, ses stats sont équilibrés. Il est un peu faible en volonté, bon, ok. 7 points de vie, 7 points de santé mentale, c'est équilibré. Il va avoir une taille de main... faible. Comment dire ça ? Sa taille de main va être conditionnée au nombre de cartes placées sous lui, et il y a une limite de 5 cartes. Donc il y a une taille limite de 5, et j'ai oublié de le mentionner, mais c'est la même taille limite que Patrice Huffaway. Bon, ok. Les cartes placées sous lui peuvent être attribuées à des tests de compétences. C'est-à-dire, voilà, donc il a une réserve de cartes à attribuer, et après qu'il a défaussé une carte de sa main, il la met face cachée. Ensuite, il pioche une carte, jusqu'à une fois par phase. Et quelqu'un note, voilà, chaque fois qu'on utilise le pouvoir de George, on a un avantage de 2 cartes. On pioche une carte, ça fait une, et l'autre carte, on la défausse pas vraiment. Donc effectivement, vous avez une carte dans votre main, vous allez la défausser pour un effet. Voilà, si une carte vous dit défausser une carte de votre main pour, je sais pas moi, gagner une ressource, vous défaussez la carte de votre main, et après vous la mettez sous George Barnaby. Vous piochez une carte, et cette carte, pas vraiment défaussée, vous l'attribuez à votre prochain test de compétence. Et mettons par exemple que c'est perception, vous l'attribuez à votre prochaine enquête, si l'enquête est réussie, là ce coup-ci vous défaussez réellement perception et vous repiochez une carte derrière. Alors un truc que j'avais pas remarqué quand j'avais fait mes commentaires sur le forum, c'est cette mise en place supplémentaire. Donc en début de partie, on pioche 5 cartes, on prend 5 ressources. Et voilà, on a sa main de 5 cartes, on a le droit à un mulligan. Après avoir pioché, je suppose que c'est après le mulligan, je sais pas. Je creuserai. Mais bref, moi j'étais parti avec l'idée que George Barnaby y commençait avec une taille de main de 0 et qu'il fallait progressivement monter sa taille de main à 5. En fait non, début de la partie, donc vous piochez vos 5 cartes,
Vous regardez s'il y en a qui vous intéressent ou pas, et vous pouvez choisir de mettre les 5 cartes face cachée sous l'investigateur. Ce qui veut dire qu'il a une taille de main de 5 cartes, et phase d'entretien, vous piocherez 5 cartes. Mais vous n'aurez aucune carte à jouer. Voilà. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez aucune carte face cachée sous lui, ça veut dire qu'il a pour le moment une taille de main de 0, et qu'à la fin de la phase d'entretien, vous défausserez tout ce qui vous sera resté en main. Ok, ou plus probablement, vous choisirez une situation intermédiaire. Par exemple, vous mettrez 2 cartes face cachée sous lui, vous avez une taille de main de 2, et vous allez essayer pendant votre tour, pendant le round, de défausser quelques cartes pour utiliser votre action pour augmenter votre taille de main. Et cette taille de main, faudra l'augmenter progressivement et la maintenir. Parce que chaque fois que vous attribuez une carte face cachée sous Barnaby à un test de compétence, vous diminuez votre taille de main. Voilà, donc ça va être un investigateur, un investigateur qui va jouer avec la défausse. Alors, dans ma vidéo d'introduction, j'avais dit voilà les particularités du cycle. Survivant, la défausse et l'utilisation de cartes défaussées. Bon, il va interagir avec un certain nombre de cartes de ce cycle. Ah mince, j'ai oublié de charger les onglets encore une fois. Donc j'ai cherché un petit peu, voilà toutes les cartes auxquelles il a accès qui mentionnent la défausse, il y en a un paquet. Notamment, j'en parlerai en conclusion, mais voilà, acculé typiquement. Action rapide, défausser une carte de votre main, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Je pense que cette carte-là sera centrale dans les decks George Barnaby. Pourquoi ? Parce que ça vous fournit l'occasion de défausser une carte pendant n'importe quel test. Deuxième round, phase de mythe, vous piochez, je prends toujours l'exemple de reste pourrissant, vous défaussez une carte de votre main pour acculer, vous passez à 4 en volonté, la carte défaussée, vous la mettez sous George Barnaby, vous avez ensuite une fenêtre d'attribution de cartes compétences, vous attribuez une compétence sous... vous prenez une carte sous George Barnaby, vous l'attribuez au test, grâce à la réaction de George Barnaby, vous avez pioché, et donc voilà, vous aviez 2 de volonté de base, avec acculé vous montez à 4, la carte attribuée, elle a minimum 1 icône, 5, votre taille de main n'a pas varié parce que vous avez mis une carte, mais vous en avez sorti une, vous avez pioché une carte de votre main. Et acculé marche une fois par test, et la réaction de George Barnaby marche une fois par phase. Donc grâce à acculé, vous mettez une carte sous George Barnaby pendant la phase du mythe, pendant la phase d'investigation, et si vous trouvez une carte qui vous fait faire un test pendant la phase des ennemis, aussi pendant la phase des ennemis. Voilà. Alors équipement limité, vous pouvez commencer avec des cartes dans votre défausse, on verra plus tard à quoi ça sert. Récup, donc réaction après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. J'ai mis cette carte là parce que donc George Barnaby incite à beaucoup défausser pour faire tourner son deck. Quand il défausse, il pioche, il a une carte sous lui, ça augmente sa taille de main et la carte il l'attribuera plus tard. Certaines des cartes que vous allez défausser, peut-être que vous voudrez les récupérer plus tard. Récup vous permet de récupérer les objets. Dégourdi vous permet de récupérer n'importe quelle carte survivant qui n'est pas dégourdie. Grappiller des provisions, ça vous permet de récupérer n'importe quelle carte de niveau 0. Et pour la défausse, donc on a vu il y a acculé, et puis dans ce cycle, il y a 3 soutiens qui font les 3 actions de combat, d'enquête et d'évasion qui vous font défausser. Donc voilà, les globalités, George Barnaby, il est équilibré, et sa mécanique, ça va être, on va essayer de, au moins une fois par phase, défausser une carte. On va beaucoup piocher, et on va avoir beaucoup de cartes compétences à attribuer. Ces règles de construction,
toutes les cartes survivantes et toutes les cartes neutres, et aussi des cartes chercheurs et ou truands de niveau 0. Chercheur, ça pioche bien. Truand, c'est bien pour gagner des ressources. Voilà. C'est de très bonnes règles de construction de deck. Que dire de plus? Je regarde rapidement. Ah oui, là il y a quelqu'un qui a fait un truc assez détaillé. Alors honnêtement, moi les trucs comme ça, je peux pas lire tout un pavé de texte en anglais comme ça. Bon, je regarde ce que moi je vois, ce que je repère, et puis je le joue, et peut-être que je mettrai du temps à découvrir des trucs qui étaient écrits déjà sur ArkhamDB. Allez, ces cartes signatures. Alors, volonté de fer, et j'ai oublié de préciser x3. Volonté de fer, donc x3. Et sa faiblesse, c'est à la dérive. Donc volonté de fer, c'est une compétence qui a un icône libre. Après la résolution de ce test de compétence, vous avez le droit d'échanger n'importe quel nombre de cartes sous George Barnaby contre le même nombre de cartes non faiblesse dans votre main. Alors moi, ça me fait penser à discerner l'impensable. Discerner l'impensable, c'est un événement chercheur de niveau 1 qui vous fait piocher une carte, puis mélanger n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main, puis les piocher. Donc discerner l'impensable, c'est j'augmente le nombre de cartes que j'ai en main de 1, et ensuite, si je veux, j'essaie de remplacer les cartes de ma main par des cartes meilleures. Sachant que discerner l'impensable, on est... on sait pas ce qu'on piochera. La volonté de faire, c'est une compétence qui vous donne un +1. L'effet à noter, c'est après la résolution du test. Si le test est raté, ça ne pose pas de problème. Vous échangez des cartes qui sont sous George Barnaby, mais je vais les ressortir, voilà. Les cartes sous George Barnaby, c'est des cartes qu'on peut attribuer. On les échange avec le même nombre de cartes non faiblesse de sa main. Donc on prend des cartes qu'actuellement on ne peut qu'attribuer et on les met dans sa main. Et quand elles sont dans sa main, on peut les attribuer, ou les jouer, ou les défausser. Donc pour moi, volonté de faire, c'est une carte qui vous permet de... À un moment donné, vous avez une carte dans votre main qui ne vous intéresse pas. Vous la défaussez, réaction de George Barnaby, vous l'attachez donc à votre carte investigateur, et elle est là, accessible, elle n'est pas dans votre défausse, elle va pas être remélangée dans votre pioche, vous la gardez de côté sous George Barnaby, et ensuite vous utilisez volonté de faire pour la reprendre en main. Voilà, donc ça vous permet, volonté de faire, d'être moins bloqué par les cartes situationnelles. Une carte situationnelle, quand vous l'avez et que vous n'êtes pas dans la bonne situation, vous l'attachez à George Barnaby. Quand vous êtes dans la bonne situation, vous utilisez volonté de faire pour la récupérer en main. Alors comment vous la défaussez cette carte situationnelle? Avec acculé. Et je l'ai mis c'est ici, voilà, dans la review. Voilà, cette carte semble être un bon moyen de gérer les cartes situationnelles qui seraient entre guillemets mortes dans votre main autrement. On utilise acculé pour mettre sous George Barnaby fin de route ou arrivage de fourrure. On attend la fin du scénario, on utilise volonté de faire pour récupérer les cartes en main. Et pour rappel, fin de route, c'est un événement gratuit, rapide, qu'on ne peut jouer que si l'intrigue finale est en jeu. On pioche une carte, on gagne une ressource, on gagne une action supplémentaire, et on retire fin de route de la partie. C'est une carte qui n'a pas d'icône. Donc cette carte-là, c'est intéressant. Alors ça, c'est débat. Enfin, chacun son opinion sur est-ce que c'est une bonne carte d'économie. Mais le problème de cette carte, c'est que si on la pioche en début de partie, on peut rien en faire. On peut pas la jouer et on peut pas l'attribuer. Alors, il y a différentes combos, mais là, George Barnaby, hop,
il la défausse, il la glisse sous sa carte investigateur et il attend d'être au moment où il peut la jouer. Autre carte, arrivage de fourrure, une carte qu'on ne peut pas jouer, qu'on ne peut pas attribuer. Tant qu'elle est dans sa main, on diminue sa taille limite, la taille limite de sa main de 3. Donc pour George Barnaby, ça voudrait dire qu'il descendrait à 2. Et réaction, quand la partie se termine, ou que vous abandonnez, si arrivage de fourrure est dans votre main, réduisez de 1 le coût en expérience de la prochaine nouvelle carte que vous achetez avant le prochain scénario. Donc ça c'est pareil, vous l'avez dans votre main, en cours de partie, ça vous gêne, hein, ça diminue votre taille de main, mais vous voulez l'avoir dans votre main, en fin de partie, pour avoir de l'économie d'XP. Et donc ben voilà, hein, dans un deck George Barnaby, la question se pose pas, on défausse, bon bah, je viens d'expliquer pour fin de route, c'est la même chose. Et pour rappel, il en a 3 exemplaires. À la dérive, donc sa faiblesse, c'est, tiens, adversité. Pareil, première fois que je vois ce trait-là. Révélation, s'il n'y a pas de carte sous George Barnaby mélangée à la dérive dans votre deck, sinon défaussez chaque carte sous George Barnaby. Un peu comme la faiblesse de Michael Maglen, ça me fait penser à la faiblesse de Tommy Muldoon, qui fait défausser blablabla, et si ça n'a pas d'effet, on le remélange dans son deck. Alors là, de la même façon, mélanger dans son deck, je pense que ça n'arrivera jamais. Si George Barnaby n'a aucune carte sous lui, ça veut dire qu'il a une taille de main de 0. Ça veut dire que il conserve, il défausse toutes les cartes qu'il pioche. Voilà, donc dans la pratique, ce qui va se résoudre, c'est défausser chaque carte qu'il y a sous lui. Donc, vous avez un certain nombre de cartes qui peuvent être attribuées plus tard et qui augmentent votre taille de main, et vous tombez une taille de main de 0. Et vous avez défaussé ces cartes que potentiellement vous gardiez pour plus tard, comme je l'ai expliqué à propos de volonté de faire. Alors, perdre les cartes situationnelles qu'on voulait utiliser plus tard, ça veut dire que ces cartes situationnelles, si on le peut, on les garde quand même en main tant qu'on n'a pas défaussé sa faiblesse. Ok. Et le fait qu'on défausse tout et qu'on passe à une taille de main de 0, voilà, pour rappel, ça, taille limite, il va falloir... On peut envisager de mettre dans son deck des cartes qui boostent la taille de main. L'assistante de laboratoire, elle augmente votre taille de main de 2. Donc même si vous avez défaussé toutes les cartes sous George Barnaby, vous ne retombez pas à une taille de main de 0. Illumination ésotérique, ça augmente votre taille de main de 1, et ça vous donne un emplacement de main supplémentaire pour un livre. Voilà, et une carte que je mentionne régulièrement parce que je l'adore, le sérum d'amplification des rêves, il fait que vous ne comptez que le premier exemplaire de chaque carte de votre main pour savoir si vous avez dépassé la taille limite de votre main. Donc si vous avez par exemple l'assistante de laboratoire, vous avez une taille de main de 2, donc dans votre main vous avez le droit à 2 cartes différentes, mais vous pouvez avoir 2 exemplaires de chacune de ces 2 cartes. Et pour rappel, pour contrer l'effet de cette faiblesse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rapidement défausser des cartes, les attacher sous George Barnaby et remonter sa taille de main. Alors pour rappel, déjà il y a un premier truc, après avoir défaussé une carte de votre main. Alors déjà il y a un premier truc, donc la faiblesse la plupart du temps, la pioche normale des cartes, c'est pendant la phase d'entretien. Et la vérification de la taille limite de la main, c'est à la fin de la phase d'entretien. Donc déjà, de base, vous piochez votre faiblesse pendant la phase d'entretien, vous défaussez tout, vous avez une taille de main de 0, vous défaussez toutes les cartes qu'il y a sous George Barnaby, vous passez une taille de main de 0, fin de la phase d'entretien, si vous aviez au moins une carte en main, elle est en trop, vous la défaussez. Vous la défaussez, vous la mettez sous George Barnaby. Donc en fait, vous avez une taille de main de 1.
Et puis ensuite, prochaine phase de mythe. Je suis en train de dire une bêtise. Alors, prochaine phase de mythe. Enfin, à partir du prochain round, vous pouvez utiliser acculé. Alors, phase du mythe, vous n'avez plus de cartes en main, vu que vous êtes passé à 0, voilà, de taille de main, donc probablement vous n'avez pas de cartes en main à défausser. Ah non, pardon, je dis une bêtise. Donc, fin de la phase d'entretien, vous défaussez les cartes de votre main, vous en placez une sous George Barnaby, puis vous piochez une carte. Donc à ce stade-là, une carte sous George Barnaby, une carte dans votre main, taille limite de main de 1. Ça va. Phase du mythe. Vous avez une carte en main. Si on vous demande de faire un test, vous pouvez utiliser acculé, vous défaussez la carte qu'il y a dans votre main, vous l'attachez à George Barnaby, vous piochez une carte. Vous avez maintenant une taille de main de 2. Phase d'investigation, vous réutilisez acculé. Vous avez maintenant une taille de main de 3. Et puis, je ne l'ai pas mentionné ici. Donc taille de main de 3. Et donc, pendant la phase d'entretien, vous êtes à une taille de main de 3. C'est peu. Et c'est moins que votre maximum. Mais encore un round. Et si tout se passe bien, phase d'entretien, phase d'investigation, et voilà, vous êtes revenu à votre taille maximale de main de 5. Donc votre faiblesse, je dirais que globalement, elle baisse votre taille de main pour 2 rounds. Relevé nautique, ok. Pourquoi j'avais mis ça? Les cartes qui ajoutent à la main, pourquoi j'avais mis ça? Je sais plus, bon ça c'était peut-être pour dire que on a perdu des cartes, on va pouvoir les récupérer en main. Ouais, bon bref. Alors, les cartes auxquelles il a accès, toutes les cartes... Tiens, 0 à 3. Ah, c'est une faute. Ça doit être une erreur de copier-coller. Donc les cartes auxquelles il a accès... tiens, j'ai pas affiché les cartes chercheurs ou truands de niveau 0. Il y en a plein. Bon, ça apporterait pas grand-chose. Les cartes auxquelles il n'a pas accès, aucune vraiment. J'ai déjà expliqué pourquoi je marque aucune dans les vidéos précédentes. Et il n'a le droit qu'à 10 cartes chercheurs et ou truands de niveau 0. Ce qui est déjà quand même bien. Alors, le gain d'indice. Même remarque que je crois que c'était dans la vidéo précédente. Oh. Ah mince, comment ça se fait OBS bug? Pourquoi il a pas mis à jour? Pourquoi il a... Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, ça a l'air restauré. Donc, un deck George Barnaby, comment on gagne les indices? Déjà, George lui-même, les outils classiques, lampe torche, vieux porte-clés, plus éventuellement récup, les cartes chercheurs de niveau 0, déduction, suivre son intention, cryptographe, la perfection vient de l'entraînement, etc. Les cartes truands de niveau 0, forcer l'entrée, rapport des services de renseignement, taper dans la fourmilière et autres. Ah, hop, j'aime pas la face... Enfin, il y a une virgule de trop, donc... Youp, voilà, c'est plus net. Pique à glace de niveau 3 plus récup. Découverte fortuite, regard acéré d'autres, et très important, relevé nautique, plus faire avec les moyens du bord. Alors lui-même, il a 4 en intelligence, c'est pas mal. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais les valeurs de compétences, la plupart du temps, ça va de 1 à 5. Il y a des cas particuliers, je me souviens pas si on a déjà eu du 6. Alors je vais vérifier, Hank Samson... Oui, Hank Samson, il a une version à 6 de combat. Bon. Mais la plupart du temps, c'est de 1 à 5. Donc mon classement, c'est tout simplement 3 c'est moyen, vu que c'est au milieu. 4 c'est bien, 5 c'est très bien, 2 c'est mauvais, 1 c'est très mauvais, tout simplement. Donc lui, il est bon en intelligence. Il est pas excellent, mais il est bon. Bon, il peut enquêter à la lampe torche, voilà.
vieux porte-clés, alors là j'ai mis la version de niveau 3, qui est vraiment géniale, et c'est pour ça qu'en version tabou elle coûte 4 XP. Ah tiens, j'avais mis une critique sur cette carte, il y a 2 ans, oh là là. Donc, le vieux porte-clés, ça coûte 1, ça occupe un emplacement de main, ça a 3 clés, s'il n'y a pas de clé, on le défausse. Pour une action, on enquête, le lieu perd 2 de valeur occulte. Si on réussit, on retire une clé, si on rate, on retire pas de clé. Et si la difficulté du test est de 0, on a un indice supplémentaire. Donc vieux porte-clés de niveau 3, si vous enquêtez dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2, déjà, réussite quasi automatique, parce que la difficulté passe à 0, et vous trouvez les indices 2 par 2. Lampe torche, quand elle a plus de provisions, elle est inutilisable, et on va chercher à la défausser. Ah tiens, j'y pense. On a une carte dans ce cycle. Évidemment, je me souviens plus comment elle s'appelle. Ah voilà, méthode non conventionnelle. En tant que coût supplémentaire pour jouer méthode conventionnelle, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main, enquêtez, plus X en intelligence pour cette enquête, X étant le coût en ressources imprimées du soutien choisi. En cas de réussite et si ce soutien était dans votre zone de jeu, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc la lampe torche, quand elle a plus de provisions, elle est inutilisable. Avec méthode non conventionnelle, on peut la défausser du jeu pour qu'elle atterrisse dans la défausse. Vieux porte-clés, quand il n'y a plus de clés, il atterrit tout seul dans la défausse. Avec récup, quand on réussit une enquête avec une différence de 2 ou plus, on prend un objet dans sa pile de défausse, on l'ajoute à sa main. Alors, en version tabou, cette carte coûte 2 XP parce qu'elle est vraiment très efficace. Version de niveau 2, qui a été aussi, boostée ou dégradée de 2 XP, on peut carrément la jouer. Voilà. Donc vous avez vos outils d'enquête et vous les rejouez, et idéalement vous faites toutes vos enquêtes à valeur occulte -2. Les cartes chercheurs, déduction, suivre son intuition, vous payez 2, c'est rapide, vous découvrez un indice dans votre lieu. Alors il n'a pas accès à la version de niveau 2, mais voilà un indice sans test, en action rapide, génial. Enfin génial. Très pratique. Dans la pratique, c'est mettre une carte dans son deck pour un indice. Cryptographe, alors, ça utilise des secrets. Soit en action rapide, on dépense un secret pour enquêter contre valeur occulte +1, soit on dépense une action, on enquête contre valeur occulte -2. Donc ça permet d'enquêter en action rapide, mais à difficulté plus élevée, ou de faire un petit peu l'effet d'une lampe torche. La perfection vient de l'entraînement, on tuteur une compétence entraînée, on l'attribue au test, et si on réussit le test, on la garde en main. Or, notamment, déduction a le trait entraîné. Donc 2 copies de la perfection vient de l'entraînement dans son deck, ça permet d'utiliser, si tout se passe bien, déduction 4 fois. Ah oui, voilà les compétences entraînées auxquelles il a accès, voilà, il y a tout ça. Les cartes truands, forcer l'entrée, on enquête à intelligence plus agilité, pour lui ça fait un total de 6. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc très bonne carte pour faire une première enquête dans un lieu si un ennemi. Rapport des services de renseignement, on paie 2, 4 ou 6 pour un indice dans le lieu, ou 2 indices dans le lieu, ou un indice dans un lieu jusqu'à 2 lieux de distance, ou 2 indices dans un lieu jusqu'à 2 lieux de distance. Pareil, donc indice sans test. Taper dans la fourmilière, on va chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus deck, on le génère engage avec soi, on découvre un indice dans son lieu et on gagne X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, puis on remélange le deck de rencontre. Et idéalement, maintenant qu'on a un ennemi engagé avec soi, on joue forcer l'entrée. Ce qui fait que si tout se passe bien, en 2 actions, on a 2 indices. Enfin, je suis en train de réfléchir, il n'y a pas besoin de taper dans la fourmilière pour forcer l'entrée, mais
carton. Ouais, bof, c'est pas forcément une combinaison si intéressante que ça pour George Barnaby. Pic à glace de niveau 3, donc c'est un outil qui occupe un emplacement de main. Rapide, action rapide lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, donc là ce qui nous intéresse en enquêtant. Inclinez le pic à glace, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige +1 dégâts, ou découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Et évidemment, ça remonte en main, ou ça se rejoue avec récup. Alors comme la carte est rapide, on n'a pas besoin de récup de niveau 2, on ne dépense pas d'action pour le rejouer. Mais l'intérêt du pic à glace, c'est que ça marche pour n'importe quelle enquête. Vous enquêtez avec la lampe torche, ou le vieux porte-clés, ou forcez l'entrée, et ça vous rajoute, déjà ça vous augmente votre valeur de compétence de 1, donc ça augmente vos chances de réussite. Pour forcer l'entrée, ça augmente les chances de réussir de 2, et c'est un indice de plus. Augmenter les chances de réussite et augmenter les chances de réussite de 2, c'est aussi augmenter les chances d'activer, de déclencher récup. Voilà. Autre carte que je crois que je n'ai pas mis dans le listing, découverte fortuite. Événement myriade, donc a priori on en met 3 exemplaires dans son deck. Ça coûte X. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre défausse. Enquêtez, vous gagnez +X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Une carte qui nécessite d'avoir des cartes dans la défausse, vous êtes un investigateur qui défausse très fréquemment des cartes, voilà. Première copie que vous avez en main, vous la défaussez. Alors à noter, il n'y a pas d'icône de compétence, donc c'est pas une carte qu'on va attacher à George Barnaby quand on la défausse. Voilà. Mais premier exemplaire, vous le défaussez pour un bénéfice quelconque. Deuxième exemplaire, vous le jouez, ça vous coûte 1, ça vous donne plus en intelligence et ça vous permet de trouver 2 indices en une action. Et troisième exemplaire, ça vous coûte 2, ça vous donne +2 et ça vous permet de trouver 3 indices en une action. Donc, combinaison des exemplaires 2 et 3, c'est 5 indices en 2 actions. Regard acéré, compétences innées et développées, un icône d'intelligence, maximum de 1 attribué par test de compétence. Tant que regard acéré est attribué lors d'une action enquêtée basique, la carte gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc la possibilité de gagner 2 indices en une seule action. Et la réussite avec une différence de 2 ou plus. Alors c'est un truc sur lequel j'insiste pas, mais pour rappel, George Barnaby, il a une réserve de cartes qu'il peut attribuer. Et à noter, il n'y a pas de limite. S'il veut, il peut attribuer les 5 cartes d'un coup. Donc George Barnaby a une possibilité de bien se booster dans les tests de compétences. Et donc encore une fois, que je retrouve ça, voilà, il a des facilités à réussir largement. Voilà, donc la situation illégale, pourquoi je dis illégale? Idéale, la situation idéale c'est, je fais une enquête, j'attribue regard acéré, j'attribue déduction, je cherche parmi les cartes sous George Barnaby une qui va avoir... où est-ce que c'est? Voilà. Je prends par exemple mon suivre son intuition, je l'attribue, donc 4 de base, regard acéré, le texte de regard acéré, déduction, suivre son intuition, voilà, je teste à 10 contre valeur occulte, et je veux réussir de 2. Et si je réussis de 2, indice de l'enquête, indice de regard acéré, indice de déduction. Voilà. Et là, très 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 important, il faut l'incliner. Bon, peu importe. Relevé nautique, c'est dans ce cycle-là, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Tant que relevé nautique est dans votre main, vous avez le droit d'effectuer la capacité d'action ci-dessous. Si vous le faites, défaussez relevé nautique au lieu de l'incliner. Donc une carte qui se joue depuis la main, qui s'utilise depuis la main
et qui se défausse, toujours intéressant, une option de défausse pour George Barnaby. Action, incliner relevé nautique, donc utilisable seulement une fois par tour. Enquêter, vous gagnez plus en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, donc on attend de savoir si c'est réussi, pour payer le coût additionnel, vous avez le droit de défausser une carte de votre main pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc une fois par round, vous avez hypothétiquement, parce que il faut quand même réussir le test qu'on fait à 5 d'intelligence, donc une fois par round, hypothétiquement, vous avez 2 indices en une action. Et j'ai mis en critique, alors c'était mentionné ailleurs mais pas lié à cette carte-là, ça semble évident mais personne ne l'a écrit jusqu'à présent. On peut utiliser l'action de la carte pour défausser faire avec les moyens du bord. Pour rappel, faire avec les moyens du bord, ça se joue depuis la défausse, et si on le joue depuis la défausse, on le mélange dans son deck après en avoir résolu les effets. C'est une enquête, qui coûte 1. Le lieu perd 1 de valeur occulte pour l'enquête, et si on joue depuis la défausse, on découvre un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc faire avec les moyens du bord, c'est génial jouer depuis la défausse, mais il faut que ça atterrisse dans la défausse. Et c'est ce que j'ai écrit. On utilise relevé nautique, donc on l'incline, on enquête, et si on réussit, on défausse, faire avec les moyens du bord. Défausser l'événement permet de trouver 2 indices, et ensuite on a fait avec les moyens du bord dans la défausse, on le joue depuis la défausse, et si on réussit, on a 2 indices en une action. Point important, après avoir joué faire avec les moyens du bord depuis la défausse, on le remélange dans le deck. Pour rappel, George Barnaby, réaction, après avoir défaussé une carte de votre main, placez la face cachée sous George Barnaby, ensuite piochez une carte, limite d'une fois par phase. Mais, si on fait un deck pensé pour maximiser ça, phase du mythe, une fois sur 2 ou 3, peut-être moins, dès qu'on en a la possibilité, dès qu'on doit faire un test, ou qu'un investigateur dans le lieu doit faire un test sur une carte traîtrise non péril, George Barnaby utilise son acculé. Alors je vais quand même vérifier si acculé c'est que pour un test que vous faites ou pas. Non. Donc phase du mythe, vous essayez à chaque fois de faire un test et de défausser une carte, ça vous fait piocher. Phase du mythe, vous piochez. Phase d'investigation, pareil, vous repiochez. Phase d'entretien, vous avez votre pioche normale, et j'en parlerai après, mais vous vous débrouillez pour défausser pendant la phase d'entretien, et vous repiochez. Et puis évidemment, il y a tous les effets de perception, toutes les cartes qui vous font piocher en plus. Mais, voilà, comme ça. Moi je pense que vraiment, un deck George Barnaby bien construit, il pioche 4 cartes par round. Potentiellement 5. Donc, votre fer avec les moyens du bord mélangé dans la pioche, il va rapidement revenir dans votre main. Et vous allez rapidement pouvoir le redéfausser pour utiliser à fond votre relevé nautique. Voilà. Et... c'est en début de vidéo, j'ai oublié un truc. C'est ça, j'ai tendance à oublier de vérifier avec les nouveaux investigateurs les cartes... je sais plus comment ils appellent ça. Les cartes limitées à certains traits auxquels ils ont accès. Et lui, George Barnaby en l'occurrence, comme il est vagabond, c'est ça, vagabond, drifter, il a accès à Éveil véritable, un événement de niveau 2, gratuit. Choisissez et résolvez 2 des options suivantes dans n'importe quel ordre, piochez 2 cartes, découvre un indice dans votre lieu, soignez un dégât, soignez une horreur. Je vérifie. Donc voilà, il a accès à une autre carte qui permet de découvrir un indice sans test. Il n'y a pas marqué 2 options différentes. Je pense qu'on peut faire 2 fois découvrir un indice. Bon. Voilà. Alors, maintenant, la gestion des ennemis. Je vérifie que tous mes onglets sont chargés, sans faire planter mon ordi. Donc, gestion des ennemis. Couperé plus Peter Sylvestre ou Hachette plus Peter Sylvestre plus Jessica Hyde. Force brute ou repli
précipité. J'ai un plan ou invocation occulte en chercheur. J'ai pas mentionné les cartes truands. Je pense qu'il n'y en a aucune qui m'inspirait particulièrement. Bon. Crochet à main plus arme improvisée ou alors ça s'appelle chaîne d'amarrage. Voilà. Plus barrière improvisée. Et finalement, lexique occulte. Je manque jamais une occasion de le mentionner. Alors George Barnaby, 3 en force, 3 en agilité. Ok, bon. Le couperet, une arme à une main. Action, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Plus d'en force à la place si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige plus un dégât. Donc, quelle est la technique de combat au couperet ? Eh bien... j'ai l'estomac qui gargouille. Vous combattez. Voilà, vous déclenchez une action de combat. Et si vous avez plus de 3 de santé mentale restante, vous infligez une horreur pour passer à plus en force. Donc, vous combattez à 5. Voilà. Vous combattez à 5. Si vous réussissez l'attaque, vous infligez 2 dégâts parce que vous êtes infligé une horreur. Si l'ennemi est vaincu, vous soignez cette horreur. Et vous faites ça. Ça pour les ennemis qui ont 1 ou 2 points de vie. Pour les ennemis qui ont 3-4 points de vie, à chacune des attaques vous infligez une horreur, mais une des 2 horreurs, vous la mettez sur Peter Sylvestre. Deuxième attaque, si tout se passe bien, vous vainquez l'ennemi, vous soignez. Fin de votre tour, vous soignez Peter Sylvestre. Donc le couperet, vous pouvez, si vous réussissez vos 2 actions de combat, vous infligez 4 dégâts sans vous infliger d'horreur. Et vous faites donc toutes vos attaques avec plus d'enforce. Voilà. La hachette, vous combattez à force plus agilité. Donc c'est pour ça que quand je mets hachette dans un deck de combattants, je mets Jessica Hyde pour le bonus en force et Peter Sylvestre pour le bonus en agilité. Donc dans le cas de George Barnaby, ça fait du combat à 3 plus 3 plus 1 plus 1, donc du combat à 8. Vous infligez les dégâts 2 par 2. Mais par contre, si un ennemi est vaincu par cette attaque, défaussez la hachette. Donc vous ne voulez pas vaincre l'ennemi avec la hachette, sinon vous la perdez, et ensuite il faudra la récupérer en main. Par contre, si vous ne vainquez pas l'ennemi, vous lui attachez la hachette, et maintenant, l'ennemi gagne réaction. Quand l'ennemi est vaincu, vous prenez le contrôle de la hachette. Donc quand on combat la hachette, on a un gros bonus en valeur de compétence, mais on veut avoir une autre solution pour achever l'ennemi. Je sais pas, par exemple, arme improvisée, dont on parlera plus tard. Ou alors, j'ai mis un slash, l'un ou l'autre, mais vous pouvez cumuler. Vous pouvez, entre guillemets, attendrir l'ennemi, enfin, le commencer à la hachette, vous lui attachez la hachette, parce que vous l'avez pas achevé, et puis vous l'achevez au couperet. Et comme vous l'achevez au couperet, vous vous soignez de l'horreur que vous êtes infligé. Donc voilà, couperet dans une main, hachette dans l'autre, et vos 2 alliés pour vous booster. Force brute, c'est comme regard acéré, ça vous donne un plus en force. Si c'est une action de combat basique, ça vous donne plus 3 en force, et si vous réussissez de 2 ou plus, vous infligez un total de 3 dégâts. Comme vous avez un deck George Barnaby, il est assez probable que vous aurez d'autres compétences à attribuer. Donc dans la pratique, vous essaierez plutôt de dire, si vous faites un deck de combattants, vous serez plutôt dans une situation à dire j'ai 3 de force de base. Jessica Hyde, elle me monte à 4, force brute 5, les 2 bonus de force brute ça fait 7, et maîtrise qui est soit dans ma main, soit attaché à George Barnaby, ça fait 9.
je combats à 9 contre valeur de combat. Mettons que l'ennemi est 3-3-3, je combats à 9 contre 3, je pioche un -4, donc j'ai une valeur modifiée de 5, 5 contre 3, j'ai réussi 2, 3 dégâts, l'ennemi est vaincu. Voilà. Repli précipité, exactement le même raisonnement que force brute. Alors carte chercheur, j'ai un plan. Vous combattez avec votre intelligence et vous infligez plus un dégât pour chaque indice que vous possédez. Donc jusqu'à avec un maximum de plus 3 dégâts. Donc vous combattez avec une valeur de base de 4 et vous pouvez faire 4 dégâts en une action. Alors je la mentionne, cette carte, mais c'est une carte au final que je joue rarement parce que quand je fais un investigateur spécialisé en indices, il combat pas, donc il n'utilise pas j'ai un plan, et si il est spécialisé en combat, il a pas d'indice, donc j'ai un plan est pas génial pour lui. Donc il faudrait que ça soit un deck de polyvalent. Mais bon, c'est pas la meilleure carte pour George Barnaby, mais c'est à mentionner. Par contre, invocation occulte, événement chercheur qui coûte 2, en tant que coût supplémentaire pour jouer invocation occulte, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, et une des 2 cartes pourra servir à activer la réaction de George Barnaby. Vous combattez avec votre intelligence, vous avez plus en intelligence pour chaque carte défaussée, et plus un dégât pour chaque carte défaussée. Donc vous pouvez combattre avec une valeur de 6 pour faire 3 dégâts en une action. Et oui, je le précise pas à chaque fois, mais pour rappel, vous avez des cartes sous George Barnaby attribuables au test de compétence. Crochet à main, c'est comme relevé nautique. Ah non, pardon, avant ça, je vais quand même regarder s'il n'y a pas des cartes truands qui méritent particulièrement d'être mentionnées. Ouais, il y en a un certain nombre. Ouais, bon, concrètement, il y aura quelques armes. Éventuellement, voilà, coup bas. Vous combattez à force plus agilité. Et si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Et évidemment, il y a aussi le se faufiler, vous échappez à agilité plus intelligence, donc avec une valeur de base de 7. Si l'ennemi est non élite et que vous avez réussi de 2 ou plus, il ne se redresse pas pendant la phase d'entretien. Mais je pense qu'il a quand même de meilleures options en survivant. Crochet à main, donc je disais, c'est comme machin nautique, relevé nautique. Ouais, je crois. Donc une arme qui occupe une main, on peut la jouer depuis sa main, on peut l'utiliser depuis sa main, mais dans ce cas-là, faut la défausser. Pour une action, on l'incline, on combat, on a plus en force. Si on a réussi, on peut défausser une carte de sa main pour que l'attaque inflige un 2e dégât. Qu'est-ce qu'on défausse de sa main ? Arme improvisée. Et maintenant, j'espère que ça sera le cas pour les autres événements improvisés, on a un arme improvisée de niveau 2. Donc on peut le jouer depuis la pile de oui c'est ça, depuis la pile de défausse. Si on le fait, on la mélange dans le deck après l'avoir résolu, et on pioche une carte, très intéressant. Quand vous remélangez dans votre deck, vous augmentez d'un la taille de la pioche, et piocher une carte après fait que vous n'avez pas touché à la taille de votre pioche. Et à noter, si vous êtes très très chanceux, vous pouvez remélanger arme improvisée dans votre deck et immédiatement la repiocher. Très improbable, mais possible. Au passage, oui, il y a des règles sur le fait qu'on ne peut pas mélanger une carte dans un deck vide. Donc si vous n'avez pas de carte dans votre pioche, vous ne remélangez pas arme improvisée dans votre pioche. Par contre, s'il y a une carte dans votre pioche, vous mélangez arme improvisée avec cette carte-là. Ça, je crois que c'est pas interdit de mélanger quand on part de 1, et vous avez une chance sur 2 de la piocher. Voilà. En tout cas, le cœur de la carte, l'ennemi attaqué perd 2 de valeur de combat, c'est quand c'est pas mal, et si vous l'avez joué depuis votre pile de défausse, cette attaque inflige un dégât.
Donc même remarque, une action, vous pouvez infliger 2 dégâts, et dans la foulée, vous pouvez réinfliger 2 dégâts, avec une difficulté baissée. Chaîne d'amarrage plus barrière improvisée, c'est exactement la même chose pour l'évasion. L'intérêt de jouer barrière improvisée depuis la défausse, c'est que ça vous permet d'échapper à un ennemi supplémentaire qui a une valeur d'évasion de X ou moins, X étant le nombre de points de réussite. Donc barrière improvisée, je trouve que c'est moins intéressant qu'arme improvisée et que faire avec les moyens du bord, parce que le bonus ne s'active que s'il y a plusieurs ennemis dans le lieu. Donc barrière improvisée en solo, ça va être très rarement intéressant, en duo, rarement intéressant, et ça ne prendra tout son sens qu'à partir du trio. Voilà. Et enfin, donc ma carte chouchou, le lexique occulte. Ça occupe un emplacement de main, vous avez le droit d'en avoir qu'un par deck. Quand il entre en jeu, vous cherchez les 3 exemplaires de rituel de sang dans vos cartes mises de côté, vous en mettez un dans votre main, et vous mélangez les 2 autres. Quand le lexique occulte quitte le jeu, tous les exemplaires de rituel de sang sont retirés de votre deck. Rituel de sang, événement gratuit. Quand vous le jouez, vous piochez 2 cartes, vous défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, et une de ces cartes pourra être attachée à George Barnaby. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et pour rappel, cet événement est un sort. Donc c'est très intéressant pour George Barnaby, je trouve, parce que vous piochez, ça fait tourner votre deck, ça vous rapproche de la pioche de votre arme improvisée de niveau 2. Ensuite, vous allez défausser au moins une carte. Vous activez la réaction de George Barnaby. Vous repiochez. Ok. Et ensuite, vous pouvez, alors selon l'ennemi que vous cherchez à vaincre, soit vous allez défausser les 2 cartes et payer 2 ressources pour faire 2 dégâts, soit vous allez défausser une carte pour une ressource, puis défausser l'autre carte pour faire un dégât. Un dégât, ça pourrait être par exemple pour vaincre un engoulevent sans avoir eu besoin de l'engager. Ça peut cibler donc oui, un ennemi engagé avec vous ou pas, un ennemi distant ou pas. Ça provoque pas d'attaque d'opportunité, donc vous pouvez débarrasser un autre investigateur de son ennemi pendant que vous êtes engagé avec un ennemi. Et le fait que ça ait le trait sort, ça fait que, je mentionnais ça pour Michael McGlenn, il y a des ennemis qui ne peuvent être blessés que par les sorts, ou qui ont un effet s'ils n'ont pas été blessés par un sort, et rituel de sang, c'est un sort. Donc du dégât sans test, qui fait tourner votre deck, et qui cible les ennemis distants, et qui est très bon pour vaincre les spectres. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'économie. La capacité de George Barnaby lui-même. La pioche des chercheurs. La perfection vient de l'entraînement, plus des compétences, plus révélation stupéfiante. Le gain de ressources, classique détruant. Partir perdant, plus garder courage. Et la défausse. Ouais, ça je clarifierai tout à l'heure. Donc George Barnaby, tout simplement, pour rappel, sa réaction, vous défaussez une carte de votre main, vous la placez face cachée sous lui, ensuite vous piochez une carte, une fois par phase. Je le disais tout à l'heure, si vous gérez bien les choses, vous voulez utiliser sa réaction à chaque phase. Phase du mythe, vous pouvez le faire chaque fois qu'il y a un test de compétence. Phase d'investigateur, grâce à Acculé. Phase d'investigateur, vous débrouillez pour avoir un effet de défausse. Et une carte dont je parlerai... je vais la mentionner tout de suite. Apprentissage forcé. Vous piochez 2 cartes pendant la phase d'entretien, vous en défaussez une. Vous réactivez la capacité de George Barnaby. Donc, dans ce sens-là, George Barnaby, il pioche beaucoup. Voilà. Il pioche en défaussant.
Alors, la pioche des chercheurs, croquis absurde, hein, vous payez 2, vous piochez 3 cartes. Sérum d'amplification des rêves, que j'ai déjà mentionné, je crois 1 ou 2 fois, vous piochez beaucoup, ça va vous arriver fréquemment d'avoir un exemplaire d'une carte dans votre main, de piocher le deuxième exemplaire, sérum d'amplification des rêves, hop, vous piochez une carte supplémentaire. La perfection vient de l'entraînement, je l'ai déjà mentionné, vous tutorez une carte, compétence, qui a le trait entraîné, vous l'attribuez au test, et si le test est réussi, vous pourrez la réattribuer. Donc vous avez... c'est comme si vous aviez pioché avec la perfection qui vient de l'entraînement, et le bonus de la compétence, vous l'avez 2 fois. Là, les compétences entraînées, et il y a par exemple... perception et maîtrise. Si les 2 fois vous réussissez le test de compétence, les 2 fois vous piochez. Il y a aussi plan d'action. Si le test de compétence a lieu entre la première et la troisième action de ce tour, piochez une carte en cas de réussite. Voilà. Et quand vous cherchez dans votre deck, si parmi les cartes il y a révélation stupéfiante, vous le défaussez et vous gagnez 2 ressources. Voilà. Alors les cartes truands, par exemple Grégory Gris. Ah tiens, alors déjà Grégory Gris a son effet, mais j'y pense d'un coup. Je l'ai mentionné plusieurs fois, George Barnaby va avoir la capacité d'attribuer pas mal de cartes compétences. Comme il veut défausser, il peut utiliser Acculé. Acculé fournit 1+2. Donc, alors, sa valeur de compétence de base qui est 2, 3 ou 4, ok, on va plutôt essayer de profiter de son 3 ou de son 4. Acculé, ça fait 5. Une carte compétence, si on attribue une carte compétence, idéalement, il faut qu'elle ait 2 icônes, donc on teste à 7 contre la difficulté, voire plus. Je mentionnais pour regard acéré, force brute et repli précipité, on va facilement tester à 9 ou 10. Donc on est largement au-dessus de la difficulté du test. Pour regard acéré, force brute, on vise la réussite par 2. Donc on dépense 2 ressources de Grégory Gris, et si on réussit de 2, on gagne ces 2 ressources. Voilà. Pacte faustien, on met 2 pions maudits dans la réserve du chaos, ok. Inconvénient, mais en échange on a 5 ressources qu'on répartit entre les investigateurs du lieu. Et ça, aussi très, très intéressant pour George Barnaby, même remarque juste avant. Réaction après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Voilà, vous attribuez beaucoup de cartes compétences, vous visez la réussite de 2 ou plus, ça vous fait piocher. Alors les cartes survivants, on a le classique partir perdant, qui est génial, c'est pour ça qu'en tabou il coûte 3 XP. On initie un test de compétence, on augmente de 2 la difficulté du test, et soit on gagne 2 ressources, soit on pioche une carte. Comme j'ai mentionné plein de fois que George Barnaby peut beaucoup booster ses tests, vous pouvez dire tout simplement partir perdant, j'augmente la difficulté de 2, mais je booste et j'espère quand même réussir. Bon, plus probablement vous rendez le test plus dur et vous attribuez gardez courage, vous espérez échouer au test, et si vous échouez, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2 ressources, en plus des 2 ressources ou une carte de partir perdant. Voilà. Moi souvent quand je fais un deck de survivants, je mets dans le vif du sujet, et avec les 3 XP bonus, j'achète partir perdant. Parce que partir perdant, si vous vous en servez bien, vous cherchez un test, soit un test très facile que vous pouvez réussir même en augmentant de 2 sa difficulté, soit un test que vous pouvez accepter de rater, vous utilisez partir perdant et pas à chaque round, mais quasiment vous avez soit des ressources, soit de la pioche. Et un test qu'on accepte de rater, ça va être, je sais pas, par exemple, je vais y arriver.
Ah non, j'allais dire reste pourrissant, mais si vous augmentez de 2 la difficulté, vous pouvez vous prendre jusqu'à 5 horreurs. Donc c'est pas un bon exemple, mais imaginons, faites un... Je sais plus comment ça s'appelle, glacé par le froid, un truc comme ça, froid mordant, bon. Faites un test de volonté de difficulté 4, en cas d'échec, défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous pouvez pas, subissez 2 horreurs. J'ai une lampe torche vide en jeu, je m'en fous de la défausser, et ben j'augmente la difficulté du test à 6, je choisis de piocher une carte, j'attribue garder courage, je fais le test, je le rate, et ben au total, donc je défausse ma lampe torche, ça me gêne pas, et j'ai pioché 3 cartes et gagné 2 ressources au total. Alors, action désespérée, ça datait du cercle brisé. Vous avez soit un objet en jeu qui ne vous sert plus, soit un objet en main que vous n'allez pas jouer parce que vous en avez un autre exemplaire en jeu, vous le défaussez, vous combattez avec plus X en force, et vous infligez plus un dégât, X est le coût imprimé du soutien. S'il était en jeu, en plus, vous gagnez autant de ressources que son coût, ce qui vous permettra de le rejouer si vous pouvez le récupérer avec, je sais pas, avec dégourdi, avec récup, avec grappiller des provisions ou autre. A noter que cette carte-là existe pour le combat, pour l'évasion et pour l'enquête. Pour l'évasion et pour l'enquête, c'est dans ce cycle. Voilà, attrape ça et méthode non conventionnelle. Fin de route que j'ai déjà mentionné plus tôt, c'est gratuit. Voilà, rapide à jouer lors de votre tour uniquement si l'intrigue finale est en jeu. Je l'ai déjà mentionné pour George Barnaby, c'est pas gênant d'avoir quelques cartes très situationnelles dans son deck. Toujours est-il qu'à un moment donné, il peut la jouer, il la joue. Il pioche une carte, donc il remplace cette carte-là, il gagne une ressource et il gagne une action. Et ça va être très intéressant en fin de partie. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je mentionne les scénarios dans lesquels, à la fin, il y a un lieu avec 3 indices par investigateur et un ennemi, et on veut soit vaincre l'ennemi en un tour, soit vider le lieu de ces indices en un tour. Et fin de route, ça, si vous pouvez jouer les 2 exemplaires, à ce moment-là, ça vous dit, vous avez 5 actions pour faire ça, pour vous débarrasser de l'ennemi ou récupérer 6 indices. Alors potentiellement, sur ces 5 actions, il faudra une pour entrer dans le lieu. Allez, mettons, vous avez 4 actions pour faire, alors je sais pas, 6, 8 dégâts ou pour trouver 6 indices. 4 actions pour 6 indices. Relevé nautique, si vous réussissez, c'est 2 indices d'un coup. Premier exemplaire de Faire avec les moyens du bord, c'est 2 indices. Deuxième exemplaire, encore 2 indices. Ou alors regard acéré, ou découverte fortuite, ou une enquête avec déduction, enfin voilà. Donc passer de 3 à 5 indices pour ce tour-là, c'est un énorme gain. Et encore une fois, pour George Barnaby, cette carte-là n'est pas morte. Voilà, grâce à volonté de faire, pour rappel, hop, reviews, j'ai mis 3 lignes pour expliquer ça. Alors, dans ce cycle-là, comme je l'ai mentionné, on a un certain nombre de cartes qui font défausser ou qui jouent avec la défausse, qui interagissent avec la défausse. Lawrence Carlyle, un allié, qui coûte 3, 1 point de vie, 1 point de santé mentale, vous gagnez plus 1 en intelligence, très bien, il passe à 5. Réaction, après que vous avez défaussé au moins une carte de votre main lors de votre tour, inclinez Lawrence Carlyle, gagnez une ressource. Voilà. Eh bien, que dire de plus, hein ? Vous faites ce pourquoi votre deck est conçu et ça vous donne des ressources. Et puis je passe à ce qu'on botte facilement, hein. Relevé nautique, je défausse faire avec les moyens du bord. 2 indices avec relevé nautique, si je réussis. Enfin plutôt, je fais le test, je réussis, donc je défausse faire avec les moyens du bord.
ce qui me donne une ressource grâce à Lawrence Carlyle, ressource que j'utilise pour jouer Faire avec les mains du bord. Réserve abondante, un soutien de niveau 2 qui coûte 1, limite de 1 par investigateur, utilisation de provisions, réaction après que vous avez défaussé au moins une carte de votre main, inclinez réserve abondante, placez une provision dessus, action rapide, défausser réserve abondante, déplacez chaque provision de cette carte vers votre réserve de ressources en tant que ressource. C'est amusant. Alors, j'ai oublié de le marquer, ça me rappelle la carte que j'adore avec Mark Harrigan. Alors, c'est dans le pack de Nathaniel Cho. Ça a un sac de frappe sur l'icône. C'est un soutien. Voilà, acharnement. Acharnement, quand on fait des dégâts excédentaires, ce qui est un truc classique en gardien, on met des dégâts sur acharnement, et en action rapide, on peut transformer ces dégâts en ressources. Là, on transforme la défausse en ressources, et on commence avec 2 provisions. Donc cette carte-là, éventuellement même, vous la jouez, vous la défaussez vous la défaussez immédiatement, et vous gagnez 2 ressources. Bon, c'est pas très rentable. Mais dans un deck George Barnaby, vous défaussez au moins une carte par round, donc une fois par round, vous mettez une provision sur réserve abondante. Si vous défaussez cette carte-là le round où vous l'avez joué, et ben vous avez payé 1. Grâce à la défausse, il y avait 3 provisions, donc vous gagnez 3 provisions, donc vous avez fait un bénéfice de 2 en une action. Ouais, c'est bof. Mais le round suivant, vous faites un bénéfice de 3, le round suivant un bénéfice de 4, etc. etc. Voilà. Au passage, ça peut être intéressant. Bon, déjà, ça peut être intéressant, bien évidemment, pour avoir plus de ressources. Et ça peut être intéressant si dans votre deck vous avez lexique occulte, parce que rituel de sang, pour faire des dégâts, faut payer des ressources. Et certes, avec rituel de sang, vous pouvez gagner la première ressource pour payer le dégât suivant, mais dans ce cas, vous diminuez l'efficacité. Réserve abondante, vous le jouez rapidement dans la partie, vous accumulez les provisions dessus, et puis dans votre main, vous stockez les 3 exemplaires de rituel de sang. À un moment donné, il y a un ennemi balèze. Vous défaussez réserve abondante, vous dites « Oh, il y avait 6 provisions, je gagne 6 ressources. 3 actions, rituel de sang, rituel de sang, rituel de sang, je dépense 6 ressources, j'inflige 6 dégâts sans test. » Voilà. Alors, à noter, cette carte a le trait ravitaillement, donc ça se tuteur avec sac à dos. Sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objet. Voilà. Alors, je sais pas si cette carte-là sera très utile, ça dépendra du style de deck. Alors, dernière chance. Ah oui, on avait la version de niveau 0 dans la civilisation oubliée. Là, on a la version de niveau 3. Il y a 6 icônes libres, c'est énorme. Avant, il n'y en avait que 5. À attribuer uniquement un test de compétence auquel aucune autre carte n'est attribuée. Aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence, ok. Dernière chance perd un icône libre pour chaque carte dans votre main. Si ce test est réussi alors que dernière chance lui est attribuée, piochez 2 cartes. Alors, je mentionne cette carte au passage parce que... 6 icônes libres, dans la pratique, il y en aura moins. Je pense pas que George Barnaby, il y aura beaucoup de styles de deck où on le jouera avec 0 carte en main. Mais le point important pour moi sur cette carte, c'est vous l'attribuez un test, vous n'attribuez que ça, si vous réussissez, vous piochez 2 cartes. Voilà, c'est de la pioche. Et alors une carte qui fait faire un petit peu des nœuds cerveaux, je trouve, en la lisant, don de Nodens. J'ai pas regardé ce que c'est Nodens ou c'est qui. Je vais regarder par curiosité. Dieu de la mythologie celtique, dieu guérisseur et dieu pêcheur. Dieu pêcheur, c'est logique dans ce cycle. Ok. Ah tiens, Celebrimbor. Intéressant. Ok, bon.
Lovecraft, Le Seigneur du Grand Abîme. Ah oui, je le mentionne parfois là. D'ailleurs, tiens, c'est amusant, on voit là légèrement le profil de mon lapin de Pâques. J'ai les livres de... Comment dire ? Les livres avec des nouvelles, que je n'ai jamais lus, qui contiennent les cartes promo, comme Gloria Goldberg. Et à côté, j'ai l'intégrale de Lovecraft, que je n'ai pas lu non plus pour le moment. Bref. Donc, le don de Nodens, un soutien survivant de niveau 5, qui occupe un emplacement d'arcane, qui coûte 2, très rituel. Réaction. Quand vous attribuez des cartes à un test de compétence que vous effectuez, choisissez une carte compétence survivant dans votre pile de défausse et défaussez une carte de votre main. Attribuez la compétence choisie à ce test. Après la résolution du test de compétence, placez cette carte compétence sous votre deck, limite d'une fois par round. Donc, vous faites un test de compétence. Vous choisissez une compétence survivant dans votre pile de défausse. Vous défaussez une carte de votre main. Défausser une carte de votre main, ça active la réaction de George Barnaby. Donc vous piochez une carte. Vous attribuez la compétence survivant que vous avez choisie à ce test. Donc c'est comme si vous aviez comme si vous l'aviez pioché schématiquement. Ok. Vous l'attribuez au test et après la résolution du test, cette carte-là vous la mettez sous votre deck. Donc, c'est comme si vous l'aviez pioché et attribué, et en plus vous la mettez sous votre pioche, pour vous donner la possibilité de la piocher plus tard. Je trouve ça vraiment génial. Et, alors, elle est sous votre pioche, mais par exemple, chaque carte, chaque événement improvisé, vous fait mélanger votre pioche. Et donc, vous donne... comment dire ? Si une carte est sous la pioche et que vous mélangez votre pioche, vous pouvez pas l'éloigner du haut de la pioche. Voilà. Donc, schématiquement, vous la remontez dans votre pioche, sans savoir de combien, mais vous la remontez. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, George Barnaby, encore une fois, je pense qu'il pioche 4-5 cartes par round. Donc, il va vite la repiocher. Et, dégourdi. Voilà, si par exemple vous attribuez dégourdi, en cas de réussite du test de compétence, vous prenez une carte survivante de votre défausse, vous la mettez dans votre main. Donc encore une pioche de cartes, voilà. Donc don de Nodens, je sais pas quoi on se pense, carte géniale, qui mérite bien ses 5 XP. Au passage, je crois que c'est seulement la 3e, non un peu plus maintenant, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de 5 cartes survivants qui coûtent plus de 3 XP. Enfin, qui soient de niveau 4 ou 5. Voilà. C'est assez rare dans cette classe. Et enfin, donc une carte à laquelle il a accès grâce à son trait vagabond. Marcher vers l'horizon, un soutien de niveau 2 qui coûte 2, c'est un talent. Limite de 1 par investigateur. Action rapide. Lors de votre tour, défaussez une carte de votre main et inclinez marcher vers l'horizon, se déplacer. Déplacez-vous vers un lieu connexe. Eh ben, il a son... je m'en souvenais pas. Encore une fois, j'avais mis une critique. Voilà, j'avais mis... c'est très intéressant pour George Barnaby et d'autres. Mais en tout cas, voilà, George Barnaby qui n'a pas accès à éclaireur parce que c'est de niveau 1, à l'équivalent du déplacement en action rapide, donc l'économie d'une action de déplacement, tout en faisant tourner sa mécanique. Allez, on va venir à la conclusion. Alors conclusion, sa ligne de stats est très intéressante. Alors sa taille de main, va être plus réduite, mais ça se contourne. Il a accès à plein de bonnes cartes, et qu'est-ce que je vois comme carte très intéressante pour lui ? Apprentissage forcé. Alors, ça fait passer son deck de 35 à 50 cartes. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans des vidéos, mais l'inconvénient d'apprentissage forcé, c'est que pour chaque carte donnée, vous avez beaucoup moins de chances de la piocher. Maintenant,
Si vous avez de la redondance dans les cartes, si vous avez 2 ou 3 cartes qui ont le même effet, et ben les 15 cartes en plus, les 15 cartes en plus dans votre deck vous permettent donc de gagner cette redondance, et ça compense la perte de probabilité d'avoir une carte donnée. Par exemple, avec votre deck de 35 cartes, vous auriez mis seulement 2 copies de lampe torche et je sais pas, je dis n'importe quoi, une copie de vieux porte-clés, donc 3 cartes sur 35, une sur 12. Avec apprentissage forcé, vous rajoutez la deuxième copie de vieux porte-clés, vous rajoutez 2 copies de cryptographe, et donc maintenant vous avez 6 cartes sur 50 qui font cet effet j'enquête contre valeur occulte -2. Donc, bon, ça marche bien pour un deck à synergie, mais si dans votre deck vous avez une combo entre la carte A et B et que vous voulez vite fait cette combo, apprentissage forcé est un choix risqué. Mais, avantage pour George Barnaby, chaque phase d'entretien, vous avez la défausse d'une carte. Donc, vous gagnez à chaque round une activation de sa réaction. Et donc, notamment une pioche de cartes. Donc ça veut dire que apprentissage forcé dans un deck George Barnaby, phase d'entretien, vous piochez 2 cartes, vous en défaussez une, défaussez cette carte, vous fait piocher une carte. Donc certes, vous avez un deck qui maintenant fait 50 cartes, mais à chaque phase d'entretien, vous avancez de 3 dans votre pioche. En plus de tout le reste. Donc phase de mythe 1, phase d'investigation, quand je dis 1, vous débrouillez pour défausser une carte, ça vous fait piocher, vous avancez d'un dans votre pioche. Phase d'investigation, pareil. Bon, phase des ennemis, c'est moins probable, donc on va pas le compter. Et bon, si vous avez un effet de pioche pendant la phase d'investigation, ça vous fait encore 1. Phase d'entretien, apprentissage forcé, vous regardez 2 cartes, vous en défaussez une, ça vous fait plus 1, ça fait 6. 6 cartes par rapport à une pioche de 50 cartes, et vous avez fait le tour de votre pioche en 8, 9 rounds. Si je dis pas de bêtises, ouais, 6 x 8, 48. Alors évidemment, là je parle du cas idéal, mais quand même, vous pouvez vraiment avoir l'opportunité de faire très rapidement le tour de votre deck. Alors ça vous posera peut-être un problème avec votre faiblesse, certes. Bon, c'est quelque chose à considérer, hein, mais si vous jouez à fond votre réaction, certes votre faiblesse revient vite, mais si vous jouez à fond votre réaction, vous regarnissez rapidement les cartes sous George Barnaby, donc ça se compense. Et faire rapidement le tour de votre deck, c'est rapidement repiocher votre événement improvisé pour le rejouer. C'est repiocher rapidement, je sais pas moi, vos rituels de sang, c'est repiocher rapidement toutes vos bonnes cartes. Et je me rends compte aussi quand je dis 6 cartes, pour rappel, Don de Nodens, Don de Nodens, on met une carte sous sa pioche, donc on réduit de 6 à 5. Ok. Acculé, je pense que c'est une carte quasi indispensable, parce que cette carte-là, c'est la carte la plus polyvalente pour vous faire défausser. Relevé nautique, vous pouvez défausser en enquêtant, mais il faut enquêter, et forcément c'est que pendant la phase d'investigation. Acculé, ça peut s'utiliser plusieurs fois dans le round, si vous trouvez les bonnes fenêtres d'action rapide, donc, si vous avez des tests à faire à ces moments-là, et même si vous l'utilisez pas pour déclencher la capacité de George Barnaby, c'est quand même des +2 pour n'importe quel test. Et, alors est-ce que c'est marqué ? Bon, je vais aller demander sur le forum parce que ça m'agace de pas être certain qu'on peut l'utiliser pendant le test de quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai mis versatile ? Je dis des bêtises. Il a accès aux cartes chercheurs de niveau 0, donc on n'a pas besoin de versatile pour le sérum d'amplification des rêves.
Pourquoi je suggère le sérum d'amplification des rêves? Vous piochez à fond, tant qu'à faire, encore piocher, autant piocher encore plus à fond. Et comme je le disais tout à l'heure, si votre limite de taille de main baisse, c'est quand même pratique de pouvoir conserver un certain nombre de cartes en main. Alors, un faible nombre de cartes différentes, mais un grand nombre de cartes au total. Carte que je n'ai pas encore mentionnée, mais le totem macabre. Soit de niveau 0, soit de niveau 3, version donc survivant. Ça occupe un emplacement d'accessoire. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Alors il y a deux choses. Déjà, première chose, vous avez une réserve de cartes attribuables à des tests de compétences. Donc encore une fois, je pense que vous allez régulièrement attribuer des cartes compétences, donc autant augmenter leur efficacité en rajoutant une icône. Par exemple, si vous attribuez perception, maintenant c'est un +3, comme si c'était la version de niveau 2. Dernière chance, c'est 7 icônes libres. Voilà. Et si le test échoue, vous renvoyez dans votre main la carte, donc vous pourrez la réattribuer plus tard. Et chose amusante, vous pouvez attribuer les cartes qui sont attachées sous George Barnaby, et si en attribuant une de ces cartes, le test échoue, et que vous aviez utilisé Totem Macabre, la carte revient dans votre main. Donc cette carte qui était attachée à George Barnaby est seulement attribuable. En remontant dans votre main, elle redevient jouable. Voilà, bon, c'est très situationnel, mais je trouve ça amusant comme effet. Le don de Nodins, vous faites un deck plein de compétences. Voilà, hein. Je sais pas que dire de plus. Vos compétences sont attribuables encore plus fréquemment. Et vous pouvez attribuer des cartes que vous aviez défaussées à des tests de compétences. Vous pouvez les booster, vous pouvez les réattribuer depuis votre défausse. George Barnaby, vous pouvez un peu le jouer comme Minty Fan j'allais dire super attributeur de cartes. Voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Un dernier mot, je sais pas, il m'enthousiasme. Je crois que j'ai un brouillon de liste de deck pour lui. Ah si, voilà, j'ai un brouillon. Contient trop de cartes, effectivement, et plein de bonnes choses à mettre dans son deck. Voilà. Donc, en tout cas, investigateur qui a l'air très intéressant, qui est combo, qui peut faire des choses. Dans un sens, il me fait aussi penser à Norman Weavers, parce que Norman Weavers, j'ai fait un deck que j'adorais avec lui, avec donc le livre des bons, l'atlas astronomique, d'autres cartes, et on a un effet de... je prends la carte du dessus de mon deck, j'utilise le livre des bons pour l'attribuer, j'utilise l'atlas astronomique pour mettre de côté des cartes que j'attribue, après je réattribue les cartes compétences encore et encore, j'ai les bonus de ces cartes là encore et encore, je pioche plein de cartes, et c'était... Norman Weavers avait ce côté hyper optimisation de chaque carte pour maximiser la pioche et la rotation du deck, et j'ai l'impression que c'est également faisable avec George Barnaby. Je vais m'arrêter là. J'ai dépassé 1h45 d'enregistrement, je commence à voir la dalle, et pour rappel, cette vidéo est censée sortir aujourd'hui, donc je vais avoir beaucoup de boulot de montage. Et donc, aujourd'hui, dimanche 20 avril, voilà, fin des investigateurs de cette boîte. À partir de demain lundi, on passe aux cartes joueurs. Si je me souviens bien, la première vidéo, c'est sur ces 3 cartes-là. Et aussi, comme j'ai trouvé, avec certaines de ces nouvelles cartes, des combos, comme j'ai ressorti des combos que j'avais notés il y a quelques temps, à partir de la semaine prochaine, je pense le mercredi,
je vais me remettre à faire des vidéos de combo. J'en ai enregistré quelques-unes. Donc voilà, je pense que je les diffuserai un mercredi sur 2. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end de Pâques, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.